Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, François et moi, on est très heureux de pouvoir vous présenter cette étude, et puis on l'a pas encore mise en œuvre. Donc on va être très attentif à vos remarques. On a cette chance de pouvoir encore peut-être modifier des choses, et c'est une étude qui, je l'espère, vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais se veut vraiment interdisciplinaire. Peut-être même on a touché à la pluridisciplinarité à certains moments. Donc voilà, on va vous évoquer ces points. François, je te laisse commencer. Alors, bonjour à tous également. Donc, je suis très très heureux d'être là. On s'était permis de faire deux petites diapos au début sur les bases du partenariat patient. Je veux bien que tu passes la suivante. Tiens, je vais te prendre le petit boîtier. Merci. Donc pour vraiment deux diapos qui me semblent essentiels et notamment qui sont issus du travail de Montréal et de l'équipe de Marie-Pascale Pommet, Luigi Flora et d'autres, pour dire qu'on est vraiment passé d'une ère du paternalisme médical. Enfin, on essaye de passer de l'ère du paternalisme à celle qu'on appelle ou qu'on a appelée l'approche centrée sur le patient. Et puis celle que l'on veut vraiment, et je trouve que ça fait complètement écho à tout ce qu'on vient d'entendre là sur le rôle des patients et de leur autonomie, de leur reconnaissance de la personne et du corps et de leur maladie en période Covid, où là vraiment il fallait une autonomisation plus importante, le rôle du patient partenaire qui devient membre à part entière d'une équipe soignante. Il est son propre soignant, notamment dans le cadre évidemment des maladies chroniques. Donc ça, c'est une chose à laquelle on tient beaucoup. Et ça se décline à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective et même à l'échelle politique. Je vous mets ici le diagramme, là aussi, ça vient de Luigi Flora et c'est issu du travail de l'école de Montréal et ça vient d'une publication antérieure de Carman qui donne vraiment les différents niveaux. Et ça a beau être de 2015, ça n'a pas changé. Enfin, en tout cas, les principes n'ont pas changé. Vous avez trois lignes qui sont le niveau micro, méso et macro. Micro, c'est le rôle du patient, les soins directs à proprement parler. Le niveau méso, c'est organisationnel, et le niveau macro, c'est le niveau politique. Et pour chacun de ces niveaux-là, vous avez 4 niveaux d'entrée ou de partenariat patient. Le plus minimaliste, c'est l'information. Même déjà la loi du 4 mars 2002, elle allait plus loin, elle allait dans la participation, mais donc on est vraiment au tout début du projet quand on est uniquement à l'information. Puis quand on veut aller un petit peu plus loin, on entre dans la consultation, et puis encore plus fort la collaboration. Et le stade le plus pertinent probablement, et qui je pense fait écho à tous vos travaux aujourd'hui, c'est le stade de la co-construction. Et donc là, ce qu'on va montrer aujourd'hui, c'est une collaboration qui est à la fois sur de la mise en place de choses de terrain, et donc qui ne sont pas forcément de la recherche, puis la partie numéro 2 qui est la partie recherche. Alors pour vous redonner rapidement le contexte, on a travaillé donc sur les directives anticipées dans un hôpital de cancérologie. Les directives anticipées, ça fait partie des propositions qui doivent être faites aux patients. Le droit de rédiger ces directives anticipées dans le cas où on serait atteint d'une maladie plus grave ou d'un accident et qu'on ne soit pas en situation de pouvoir exprimer ses propres volontés de façon directe. Et c'est également repris par les recommandations de la Haute Autorité de Santé lorsqu'elle fait des visites de certification. Il faut que l'on puisse montrer qu'on a proposé aux patients la possibilité de rédiger ou de déposer ces directives anticipées s'il en a déjà. Donc ça a quelque chose d'à la fois médicalement, éthiquement et réglementairement extrêmement important. Alors, où est-ce qu'on en est en France? Très très vite, on survole, mais les sondages semi-récents des années 2019-20 montraient de 11 à 14% de personnes de plus de 50 ans qui ont rédigé des directives anticipées. Le
dernier de 2021, enfin l'avant-dernier, parce qu'il y en a un tout récent qui vient d'être fait par le Centre national de soins palliatifs et fin de vie, qui retrouve des chiffres à peu près identiques et en tout cas moins de 50% des 48% des Français qui connaissent le mot directive anticipée. Mais on en était en post-Covid ou en toute fin de Covid à 18% des personnes de plus de 50 ans qui avaient rédigé des directives anticipées, donc un certain bond par rapport à avant. Mais quand on regarde la réalité du terrain, et en tout cas en cancérologie, et pour les personnes de moins de 50 ans, on est largement en dessous. On a évidemment pas ces taux-là, et même quand on a des directives anticipées, leur qualité de complétude et l'utilisation qu'on peut en faire est éminemment perfectible. Donc déjà, premièrement, on part de pas haut en termes quantitatifs. Quand on regarde la façon dont on transmettait l'information à Gustave Roussy, on trouvait en page, alors j'ai pas mes lunettes, mais 13 et 48, je crois, du livret d'accueil, une petite information sur la personne de confiance et les directives anticipées. Il faut être motivé quand on rentre dans le parcours de cancérologie pour aller lire la page 48, page 13 encore, peut-être on y arrive, mais après c'est plus dur. Et donc et puis sans compter le gap émotif, culturel, psychologique qu'il y a à évoquer cette question d'une fin de vie éventuelle et versus l'entrée dans un parcours de cancérologie ou l'entrée dans l'hôpital pour avoir son traitement, sa chirurgie, sa chimio, etc. Et quand on regarde le support que l'on proposait à l'époque, eh bien le support c'était celui de Unicancer qui se décline en 5 pages. Mais quand vous reprenez celui de la Société française de réanimation, de la Haute Autorité de Santé, de santé.gouv, de la HAS est peut-être un petit peu moins mauvais que les autres, mais celui-là, nous on avait Unicancer et il est assez il n'est pas extrêmement appétissant, c'est-à-dire qu'il insiste beaucoup, même s'il y a une page, en page 2, il y a une page où on peut écrire en texte libre, on tombe rapidement sur des questions qui fâchent, qui sont extrêmement compliquées, sur est-ce que je veux du massage cardiaque, de la dialyse, de la ventilation, des je sais pas quoi. Moi j'ai fait 30 ans de réanimation, je suis incapable de répondre à ces questions, parce que ça dépend, évidemment, c'est pas la même chose si j'ai une pathologie chronique très très avancée, ou si je viens d'avoir un accident de la route, et donc je pense que il y a une forme d'aporie à être soumis à ce type de questionnaire fermé. Et donc, premièrement, on n'est pas beaucoup à connaître la possibilité de faire des directives anticipées. Deuxièmement, on nous en informe pas véritablement bien quand on arrive à l'hôpital, puis c'est peut-être pas le moment. Troisièmement, le support qu'on nous propose, il est pas absolument optimal. À toi. Donc, vous l'avez compris, François, mais il vous en parlera tout à l'heure, a essayé d'améliorer cet état des lieux de la réflexion à propos des directives anticipées. Et avant qu'il vous évoque aussi ces aspects, je voulais évoquer avec vous le contexte de la littérature internationale et donc notre contexte institutionnel concernant cette problématique-là. Donc vous l'avez deviné, ce qu'on appelle la prise en charge palliative précoce, dans laquelle s'inscrit l'information et le recueil des directives anticipées, est extrêmement encouragé par les différentes instances scientifiques ou sanitaires, et ce sur le plan international. Pourquoi certaines études ont déjà montré que ce type de prise en charge, et notamment la réflexion à propos des souhaits quant aux procédures qu'on souhaiterait, notamment en cas de fin de vie, ce type de procédure est associé à une diminution de la détresse émotionnelle chez les patients et chez leurs proches. Ce type de procédure est aussi associé avec un sentiment d'autonomie plus nourri chez les personnes, et également une satisfaction plus importante par rapport aux soins et quant à la communication avec les professionnels de santé. Je ne vous ai pas mentionné aussi un autre argument positif, ce serait aussi la réduction de certains coûts dans le contexte de soins. Alors malgré tous ces
point positif, comme vous l'a évoqué François, les directives anticipées demeurent très peu implémentées. Donc j'ai trouvé une revue de la littérature qui évoquait dans différents pays la possibilité de compléter les directives anticipées avec un accompagnement dans cette complétion. C'est-à-dire que les personnes ne remplissent pas toutes seules leur formulaire, mais sont accompagnées dans ce parcours. Donc vous voyez que les pourcentages sont extrêmement variables, avec des taux plus importants en Slovénie. Super, merci. Alors, quelles ont été les barrières rapportées par les chercheurs quant à la complétion des directives anticipées? Alors, la littérature rapporte des freins liés au système de santé. Par exemple, et ça je pense que cliniquement vous en avez été le témoin, quand des soins assez agressifs sont maintenus, il est difficile d'introduire la question des directives anticipées. Certains professionnels sont extrêmement mal à l'aise à l'idée d'évoquer ces thématiques avec leurs patients. Un problème aussi que nous avons rencontré à Gustave Roussy, si tant est que les patients manifestent leur intérêt pour remplir ces directives anticipées, qu'en fait-on? Où est-ce qu'on enregistre ces informations? Et puis la prise en charge des patients qui souffrent de maladies notamment chroniques peut être complexe et éclatée entre différentes structures, différents intervenants. Donc comment assurer un document, comment assurer la transmission de ces documents entre les acteurs, où stocker ces documents, etc. Il y a également des freins qui sont liés aux patients eux-mêmes. Donc on trouve des recherches plutôt anglo-saxonnes qui, dans certains pays anglo-saxons, on peut demander l'origine ethnique des patients. Donc c'est vrai qu'il y a certaines cultures qui sont très réticentes à évoquer, plus particulièrement réticentes, je dirais, parce que je pense que c'est une question qui est partagée par à peu près toutes les cultures, mais encore plus réticentes à évoquer la fin de vie, la possibilité de la mort, etc. Donc vous avez des recherches aussi dans la sphère asiatique qui soulèvent ces questions-là. Les patients qui ont un faible niveau socio-économique et un niveau éducatif moins élevé sont plus réticentes à remplir des directives anticipées. Et puis les patients qui ont du mal à comprendre leurs pronostics, soit que cette compréhension difficile soit de leur fait, soit que cette difficile compréhension incombe plutôt aux professionnels de santé, voilà, ça facilite pas la discussion à propos des directives anticipées. Et enfin, les proches peuvent aussi freiner la réflexion à propos des directives anticipées. Alors, il y a un certain nombre d'études aussi qui ont interrogé la perception des professionnels quant à ces réflexions, cette rédaction des directives anticipées. Un résultat assez intuitif, plus les professionnels sont familiers de ce type de démarche, de la prise en charge palliative, et plus c'est facile pour eux d'en discuter avec leurs patients. C'est assez évident. Ils ont plus tendance à respecter les souhaits de leurs patients. Et à contrario, une attitude paternaliste, la sensation chez le soignant que le patient ne comprend pas son pronostic, sont associées avec une réticence à parler des directives anticipées, de même que l'influence des proches qui parfois ne veulent pas qu'on parle de la mort à venir. Alors je vais aller très vite sur cette partie-là pour vraiment laisser la plus grande partie sur l'aspect recherche après. Mais qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place? Alors c'est vraiment un travail qui a été très très partenarial. L'idée était vraiment de mettre en œuvre une procédure qui soit à la fois efficace entre guillemets, c'est-à-dire qui permette de s'assurer de la meilleure diffusion possible de l'information quant à la possibilité de rédiger ces directives anticipées, mais qui soit également éthiquement respectueuse pour et les patients et les professionnels. Donc on a travaillé avec à peu près tous les services de l'hôpital, depuis le médico-administratif jusque à la communication, les différents comités médicaux, paramédicaux, etc. Enfin tout le monde, en gros tout le monde y est passé. Et surtout, on a... Pardon ? Oui, mais je prends mon temps, mais je voudrais que tu en aies aussi derrière.
Et donc voilà, le projet a été mené concomitamment par un sous-groupe du comité d'éthique, d'une part, et le comité de patients et aidants qu'on a sollicité en gros par des réunions tous les 15 jours pendant 3 à 4 mois à peu près pour élaborer la procédure et les documents qui vont avec. Donc ça nous a donné une espèce de planning qui donne un petit peu ça, que je vais pas évidemment vous détailler, mais ça on a chaque semaine qui arrivait, on rajoutait une petite flèche pour montrer tout ce qui était fait pour que et les patients et les professionnels soient le plus collégialement, collectivement impliqués dans cette affaire. Et donc, une des premières choses qu'on a faites, c'est optimiser la pré-information, c'est-à-dire faire une pré-sensibilisation à l'entrée à l'hôpital. On ne voulait pas faire quelque chose de systématique et avec le document qu'on envoie, vous savez, dans une enveloppe en papier craft 15 jours avant d'avoir une admission pour un geste, une chimio, une coloscopie, une cataracte. Nous, c'était pas question. Il fallait que ce soit accompagné. Et donc, on a fait un premier dépliant, un flyer qui a comme particularité d'abord de ne pas titrer de titrer sur quelque chose de positif, être acteur de votre parcours de soins et participer aux décisions. Ensuite, on parle de la personne de confiance, donc ça c'est largement admis et connu et beaucoup plus accepté et moins sensible que les directives anticipées. Et seulement en page 3, on parle des directives anticipées, mais vous verrez qu'à aucun moment on ne parle sur ce dépliant de fin de vie. Alors que les directives anticipées, normalement, quand dans leur intitulé, c'est en prévision de, il n'est pas question de remettre un document comme ça, quand bien même était-il transmis par un professionnel de santé, que ce soit un document qui circule avec le mot fin de vie sans un accompagnement plus puissant. Tu parlais tout à l'heure de la traçabilité et de l'endroit. Alors, c'est des extraits de diapositives d'un diaporama beaucoup plus large, évidemment, donc je vous donne vraiment la substantifique moelle de la chose. On a essayé d'optimiser la traçabilité des directives anticipées, enfin on a réussi, c'est-à-dire qu'on a créé dans le bandeau informatique du patient une icône qui s'appelle DA, qui a rejoint une autre qu'on avait créée sur la fiche d'aide à la décision également, et donc cette icône DA devient verte et quand un patient délivre ses directives anticipées, en cliquant dessus, on a la directive anticipée qui s'ouvre. Donc normalement c'est accessible, ça c'est dans le dossier médical, mais également dans le dossier paramédical on a la même chose. C'est accessible en temps normalement réel d'un questionnement sur l'existence et la nature des directives anticipées. Et puis, on a, vous avez vu que j'ai taillé un petit costume tout à l'heure au formulaire Unicancer que on n'aime pas trop, enfin ni celui-là ni les autres d'ailleurs. On a essayé d'inverser la logique de la présentation des directives anticipées, non pas sous forme de ce que je ne veux pas, mais à quoi est-ce que je tiens, quelles sont mes valeurs et préférences. Et c'est la même chose que dans la prise de décision partagée. Et donc, d'ailleurs, c'en est une. Et donc l'idée était un peu comme vous savez le principe des jeux de cartes Go Wish ou qu'on appelle à vos souhaits en français, qui reprend exactement cette manière de faire. Eh bien alors nous, on l'a pas fait sous forme de jeu de cartes, mais après la première page qui reprend certaines données administratives, on a en page 2 à gauche tout ce à quoi le patient tient, comment est-ce qu'il parle des nouvelles à la maison, quels sont les événements important pour lui. Il est important pour moi d'être à l'anniversaire de ma petite fille qui intervient en juillet prochain, ou d'être à la remise de diplôme de ceci, cela, ou de faire des voyages. Enfin, voilà. Et seulement en page 3, il y a encore 100 cases à cocher, sans avoir à marquer je veux ou je ne veux pas de ventilation mécanique. Là, on est dans la liberté de l'écriture. On aborde des questions quand même plus négatives, on va dire. Je ne veux pas de, mais en essayant de donner la possibilité à la personne de s'exprimer de façon plus libre et pas sur des cases à cocher. Quand vous regardez certains formulaires, c'est oui, non, je ne sais pas et ne se prononce pas. Enfin, c'est juste pas possible. Et
Et puis, donc ça c'est le point clé. Et puis le dernier point, avant de te repasser la parole, Léonore, c'est que tu soulignais le fait qu'il y avait des pays où il y avait une aide à la rédaction et à la discussion anticipée, surtout parce qu'à la limite, le formulaire n'est que la partie émergée d'un iceberg qui doit être beaucoup plus gros. On a créé un groupe de consultation, d'aide à la réflexion et aux discussions anticipées. Vous voyez, on n'a même pas écrit d'aide à la rédaction, même si on a mis un petit dessin d'écrivain public à droite. Donc on est appelable ou contactable sous forme d'email et possibilité d'aller dans le jour même auprès de quelqu'un qui souhaiterait avoir le jour même ou quand il est là, enfin voilà, à disposition dans notre bureau ou dans sa chambre, selon la situation, pour aider à réfléchir, à compléter ce formulaire, mais surtout pas forcément à rédiger encore une fois, mais surtout à y réfléchir, à en parler. La suite étant le point d'orgue et la cerise sur le gâteau, mais elle n'est pas forcément obligatoire. Tu me redonnes. Merci. Donc voilà, enfin ce dispositif, vous l'avez compris, a été élaboré vraiment avec beaucoup de partenaires, à la fois spécialistes et puis vraiment sous l'égide du comité patient. Et puis après, il s'agit d'évaluer ce dispositif. Donc on en est là. Alors François, on échangeait hier soir, il faut qu'on donne un acronyme à notre étude. Alors, pour l'instant, on a EVALDA ou Nevada, tu me disais aussi. Mais voilà, on va vous solliciter aussi pour que vous trouviez un acronyme, parce que bien sûr, EVALDA, ça fait un peu penser aux pastilles pour la gorge. Mais moi, ça me fait penser à Mafalda aussi. Non, bon. Les trucs qu'il faut faire avaler. Non. Ah, ok, c'est vrai, ça suscite plein de... Ok, bon, alors vous nous donnerez votre avis tout à l'heure. Mais Nevada, c'est pas mal, mais on sait pas quoi faire du N. Mais Ouais. sinon, évaluation, directive, on est pas mal. Peut-être Nevada, oui. Donc l'objectif principal de cette étude, c'est d'évaluer la portée et l'intérêt de la procédure que François vous a détaillée à l'instant, en se basant sur un modèle d'évaluation des interventions non médicamenteuses ou des programmes de soins ou des programmes d'accompagnement qui s'appelle le modèle REAIM, que je vais vous détailler dans un instant. Et les objectifs secondaires de cette étude sont d'étudier l'adoption de la procédure, sa mise en œuvre et son maintien. Donc je vous ai proposé là sur cette petite slide quelques détails sur ce modèle. Ça fait maintenant quelques années qu'on connaît bien les limites des approches méthodologiques utilisant les RCT pour évaluer des interventions non médicamenteuses. Alors quelles sont ces limites? Eh bien, ce type de méthodologie est assez rigide puisque elle se focalise sur une ou deux outcomes et néglige un petit peu plus les processus qui bougent. Donc par exemple, on va voir si, je sais pas, l'anxiété a évolué avant, après l'intervention, mais on ne sait pas ce qui a fait peut-être bouger l'anxiété, par exemple. Autre limite des RCT, donc c'est les études contrôlées randomisées, pardon. Autre limite des RCT, c'est qu'elles font fi de l'implémentation des études. Par exemple, on sait que telle approche est efficace, mais peut-être cette approche est efficace, mais on n'arrive pas à l'implémenter écologiquement dans nos structures des soins. Donc, un certain nombre de modélisations alternatives ont vu le jour, dont le modèle REAIM, qui se propose de répondre à cette belle question, je trouve, que je vous ai mis sur cette slide. Donc, le modèle REAIM se propose de répondre à la question « Quelle composante d'une intervention ou d'un programme de soins, mise en place dans quelles conditions et dans quel cadre, par quel professionnel, pour quelle population ?» et sous-groupes de population sont les plus efficaces pour produire quels résultats. Donc vous voyez que ça injecte beaucoup de points de vue et de regards potentiellement différents sur notre approche.
Donc ce type de modélisation encourage à l'adoption d'un design mixte, avec un volet quantitatif et un volet qualitatif. Et puis, elle insiste sur l'importance aussi de s'inscrire dans une perspective, alors je vais changer l'adjectif, peut-être plutôt interdisciplinaire, parce que on essaye de faire dialoguer justement les différentes disciplines. Ici, François, médecin, est venu me parler de la procédure. Donc moi, en tant que psychologue, j'ai proposé ce design. On va étudier un certain nombre d'éléments liés à la psychologie, mais on va aussi étudier des facteurs très médicaux, et puis on va aussi étudier des éléments économiques, vous allez le voir. Enfin, modestement, hein, mais quand même. Donc je vais peut-être passer là-dessus parce que j'ai une autre slide qui détaille. Bon, alors voilà, cette étude Nevada et Valda sera une étude observationnelle mixte, comme je vous le disais, longitudinale. Elle va se déployer dans le temps, donc elle sera ouverte à tous les patients majeurs, à leurs proches volontaires, suivi à Gustave Roussy pour l'instant. Peut-être qu'un jour on fera du multicentrique, on verra. Donc suivi pour une pathologie cancéreuse, je vous ai mentionné la nécessité que ces personnes aient un proche, puis tout le monde aura exprimé son consentement. Là, les critères de non-inclusion, rien d'extraordinaire, je passe là-dessus, parce que c'est peut-être pas le plus important. Alors voilà les critères qu'on a retenus pour évaluer ce parcours de soins. Donc vous vous rappelez l'acronyme REAIM, donc c'est le R pour Richness Portée. Donc on va faire un comptage, je sais pas comment, un décompte, pour voir les personnes qui ont souhaité bénéficier de la procédure de réflexion et d'accompagnement, et aussi celles qui ne le souhaitent pas. C'est important. On va aussi voir si ces personnes sont représentatives de la population globale des patients suivis pour un cancer. Le E est pour efficacy, donc là on va évaluer l'efficacité, l'intérêt de notre parcours, pour voir qui a rempli les directives anticipées, mais nous, bon, oui, ça va être une donnée importante, mais nous, on milite pas forcément pour que les gens complètent leurs directives anticipées. On s'intéresse quand même aussi à d'autres choses. François vous évoquait tout à l'heure l'importance de s'inscrire dans une démarche éthiquement respectueuse. On veut voir comment les gens se sentent psychologiquement dans cette procédure. Donc on va leur faire passer un questionnaire. Je vais adapter la consigne de l'Inventory of Event Scale pour voir si la procédure a eu un impact stressant sur les personnes, donc patients et proches. Et puis on va faire des entretiens via des focus group avec les patients et avec leurs proches. Et donc depuis ce matin, vous m'avez donné plein d'idées, parce que peut-être il faudra qu'on co-anime les groupes, que ce soit pas seulement un psychologue qui anime les groupes, on va y réfléchir. L'adoption sera également interrogée pour voir si les professionnels s'emparent de ce dispositif. On va aussi les solliciter, parce que ça, on sait que, avec François, on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est positionnement et sentiment des professionnels par rapport à l'éventuelle évolution de la loi Claes-Leonetti, et donc comment les professionnels vivent cette procédure de réflexion et de rédaction des directives anticipées. Donc on va aussi leur faire passer des questionnaires sur leur expérience professionnelle et aussi des focus group. Il s'agira aussi d'étudier la mise en œuvre. Est-ce que la procédure est respectée, si vous voulez, et quel coût elle a, c'est-à-dire quels professionnels vont être sollicités, ça représente quel temps de travail, est-ce qu'on va avoir besoin de salles dédiées pour proposer ces réflexions à propos des directives anticipées, etc. Et puis quel sera le maintien de la procédure, est-ce que ça va devenir quelque chose de très usuel, ou est-ce que ce sera finalement pas adopté, on verra.
Donc là, je vous avais proposé une petite réflexion sur les focus group, mais je pense que c'est pas forcément le lieu. Mais voilà, avec cette question avec cette question, qui les animera? Et puis ce qu'on a évoqué aussi ce matin, qui les analysera? Hem, du codage vraiment à l'analyse, s'étayant sur ce codage. Hem Comme on est plusieurs à travailler avec les méthodologies qualitatives, des psychologues, des médecins, des sociologues, peut-être ça vaudra le coup de vraiment, nourrir cette réflexion à plusieurs. Voilà, là je vous ai, mis quelques détails sur les focus group, où il s'agira vraiment de répondre, comme vous l'avez mentionné ce matin, à une perspective inductive. Ce sera vraiment une étude exploratoire, nous n'avons pas d'hypothèse préétabli. Nous allons être attentifs à tout ce qui émergera spontanément du discours. J'ai mis une petite, citation que j'aime bien: «Your focus», c'est notre intérêt de recherche, mais c'est their group. Donc voilà, on va bien voir ce qui émerge. Et puis là, François et moi, on recherche activement des financements. Ce n'est pas une manière, de vous demander de l'argent, mais c'est pas évident. Je pense qu'on n'est pas une thématique très, hem, comment dire ça? À la mode. À la mode, c'est peut-être à la mode, mais séduisante? Ouais, je sais pas. Hem, donc pour l'instant, ça demeure un peu difficile, mais bon. Et donc là, on est dans les affres des démarches pour, bien respecter les recommandations RGPD et cetera, et on va bientôt soumettre au CPP et voilà. Et je suis désolée, normalement, j'ai une petite dia de remerciements, mais je crois qu'elle n'apparaît pas. Voilà, merci beaucoup.